Je suis né dans une région berbère du nord du Maroc qui s'appelle le Rif. Les habitants de cette région, ils sont à 100% berbères et qui parlent la langue berbère. Ceux qui sont arabes ou parlent arabe, ils sont à une centaine de kilomètres loin de chez nous. Donc, dans mon village, je n'avais aucune connaissance de l'arabe. J'ai appris et l'arabe et le français en même temps, la même année. Quand je remonte dans mes souvenirs d'enfant, je crois que les plus anciens dans ma tête, où je les aperçois un petit peu, remontent à 5-6 ans. Et 5-6 ans, ça se trouve à peu près vers 1955-56, où on habitait à la campagne, dans une région montagneuse, où mon père s'occupait de la ferme de mon grand-père. Et les deuxièmes qui viennent après, c'est des souvenirs plutôt dans ma tête qui sont un peu mouvementés, parce que ça correspond à une année dont je me souviens bien, c'est 1956. Et 56, c'est l'année avant l'indépendance du Maroc. Donc, tous les gens de la région, donc mon père, mes oncles, étaient dans la résistance. Et j'ai surtout un souvenir très précis d'une nuit où notre village devait être pris par l'armée française. Et moi, j'ai ce souvenir-là, qu'on est sorti la nuit et je marchais à pied derrière peut-être une cinquantaine de personnes. J'ai le souvenir d'avions qui nous survolaient. Et à un moment donné, du haut de la montagne, on voyait la route qui allait au village. Et j'ai un souvenir que je voyais des phares allumés. Et après, j'ai appris, au fait, c'était des voitures, des camions de militaires, des chars, des choses comme ça. On a dormi dans un village où les gens nous ont reçus. On a dormi dans une mosquée. Et le lendemain, on a marché encore pour atteindre le village où on était exilés pendant 6 mois, jusqu'à l'indépendance du Maroc qui allait arriver 6 mois après, quoi. D'ailleurs, il y a des événements qui ont précédé ma venue en France, qui ont fait que je vienne en France. D'abord, c'est parce que j'ai arrêté les études. J'ai quitté le lycée à un moment donné, j'avais 20 ans. Et il se trouve que 6 mois après, un de mes oncles qui travaillait en France, en Corse, m'a proposé, il me disait, est-ce que ça t'intéresse d'aller en France? Vu que moi, je n'avais aucun métier, j'ai arrêté les études. Et vu aussi que la langue française, c'était quelque chose pour moi, c'est une langue que j'aimais beaucoup, parce que ça m'ouvrait un grand espace de culture sur le monde. Donc pour moi, c'était une aubaine. Je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants, et ma mère ne tenait pas tellement à ce que je parte, même si elle sait que peut-être c'est nécessaire pour tout le monde. Le départ était difficile et pour moi, parce que j'allais dans un pays dont j'ignore tout, sauf la langue évidemment. Et pour ma famille, le fait de me voir m'éloigner, ils disent, bon, on ne va pas le voir peut-être pendant 1 an, 2 ans, peut-être jamais. Des fois, on se pose la question, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Mais au fait, on y va quand même, parce que comme on a l'exemple de ceux qui sont déjà partis, qui reviennent, bon, on se dit non, bon, on va revenir. Et de toute façon, on ne part que pendant une période. Après, on revient vivre ici. C'était le souhait de tout le monde. Moi, je travaille dans une entreprise d'automobile, où on fabriquait à l'époque une estafette. Donc cette usine-là, elle fait l'assemblage de la voiture, de la sortie des presses, jusqu'au moment où elle va à la peinture. Et il y a des milliers de salariés qui font ce travail-là d'assemblage de voitures. À l'époque, je travaillais sur les portes.
sachant que la voiture a 4 portes, on était spécialisé pour, par exemple, moi j'étais spécialisé pour faire les portes avant gauche. Pour faire une porte, il y avait une pièce intérieure et une pièce extérieure. Je devais prendre une pièce et la poser sur un montage qui a la forme de la porte. Je prends une autre pièce que je mets dedans parce qu'il y a une pièce intérieure et une pièce extérieure. Je tourne autour du montage où, avec des vérins de serrage, je serre les 2 pièces entre elles pour qu'elles ne bougent pas. Et ensuite, pour les assembler, c'est-à-dire les souder, j'avais une grosse pince qui est suspendue au plafond avec un câble qui pesait d'ailleurs très lourd, entre 20 et 30 kg, et que je devais pousser avec mes épaules et faire le tour du montage. Et en appuyant sur un bouton, la pince, évidemment, elle assure la soudure, elle pince les 2 tôles, il y a un courant électrique qui passe et qui fait fondre la tôle. Donc ça fait un point de soudure. Donc moi je dois faire par exemple une centaine de points de soudure autour de la porte. C'est ça qui fait que la porte elle est soudée. Donc en tournant, avec mon corps, je pousse la pince de 30 kg et je tourne autour de la porte pour la souder. Et quand j'ai fini, je lâche la pince qui remonte un petit peu, je desserre les vérins de serrage et je sors la porte. Évidemment, on imagine qu'elle est large et elle n'est pas très facile à sortir et elle fait entre 15 et 20 kg. Donc je la sors et je la mets dans une caisse à côté de moi où elles sont bien rangées pour qu'elle aille sur la chaîne pour être montée par d'autres salariés sur la chaîne. Il y avait le chronométreur qu'on appelait le maître du temps parce que c'est lui qui décidait un petit peu du temps qu'on doit faire pour fabriquer une pièce. Il me regardait travailler à un moment donné, donc en faisant le tour, serrer, déplacer. Quand elle est finie, je la pose à côté. Après, je ramène un autre. Et donc, tout cet enchaînement, il regarde sa montre et il sait combien de temps je dois faire. Et à un moment donné, par exemple, moi, je devais faire la soudure d'une porte en 3 minutes 30 secondes et quelques dixièmes. Donc il avait dit, tu as 130 voitures à faire. Moi, je faisais que ça pendant 8 heures. Et le seul moment où je me reposais, c'est une petite pause qu'on a le matin ou à midi pour déjeuner. Sinon, on n'arrête pas, on ne peut pas dire qu'on a par exemple 2 secondes d'arrêt entre souder une porte et une autre. C'était tellement répétitif, on était enchaînés. En fait, c'est ça, parce qu'on nous appelait les enchaînés. En fait, on était enchaînés à ce poste de travail, on ne peut pas s'en soustraire, on ne pouvait même pas réfléchir à autre chose. On n'avait pas le temps de réfléchir à autre chose, tellement le travail qu'on fait était précis et rapide. Chacun avait sa petite spécialisation. Moi, ma spécialisation, c'était de faire 100 points pour souder cette porte-là. Donc, c'était, en tant que spécialisation, c'était quelque chose de pas très important. Et c'est ça le travail des ouvriers spécialisés, appelés des OS. À la fin de la journée, on est content de quitter l'atelier et de rentrer chez soi. Donc, en partant, on retourne au vestiaire, donc on se change, on dépose ses habits de travail. Moi, personnellement, comme je n'avais pas de douche chez moi, donc je prends une douche au travail. On avait des douches, il y avait ce qu'il fallait. Je me douchais, je m'habillais et je rentre chez moi sans oublier d'aller pointer à quelle heure je suis parti. Parce que si je ne pointe pas, mon chef pourrait penser que je suis parti avant l'heure. Donc on est toujours dirigé par le temps. Donc vers 14h30, je rentre chez moi pour me reposer un peu. Il y en avait un qui travaillait avec moi, qui habite en même temps que moi. Donc on se retrouve autour d'un verre de thé, on discute un petit peu en attendant la soirée pour faire le dîner. Pour nous, la journée, on n'a pas le temps d'aller s'amuser, ni d'aller faire... Le peu de temps qu'on a, c'est pour faire un peu quelques courses pour la nourriture et on revient. On n'a pas de temps, on n'a pas de temps pour faire autre chose. On n'avait pas de loisirs, en fait. On n'avait pas le temps, et même pas dans l'esprit, on n'avait pas le temps de faire autre chose pour se distraire parce qu'on était fatigué, on voulait se reposer. En général, vers 22h,
soit moi ou mes copains qui habitent avec moi, on est à la lumière, d'autant plus qu'on n'avait pas de télévision chez nous. On avait des postes de radio, chacun avait son petit poste de radio pour écouter les informations. Et moi, j'avais l'habitude, quand je rentrais sous ma couette, j'allumais un petit peu la radio et j'écoutais les informations de mon pays. Donc, c'est une façon aussi de m'extraire de ma journée de travail et quelque part, je m'éloigne des conditions de vie de la journée. Donc, le fait d'écouter les informations de mon pays en arabe, ça me fait penser un peu ce qui se passe chez moi. Je pense à ma mère, mes frères, mes sœurs. Je pense à tous les gens que j'ai laissés derrière moi. Le mythe du retour était dans la tête tout le temps, pendant des années d'ailleurs. Même quand on est arrivé en France et qu'on est resté longtemps, à chaque fois on dit mais quand est-ce qu'on va revenir? Mais au bout de 10 ans, quand mon premier enfant il a commencé à aller à l'école, donc je me disais, s'il est à l'école ici, il commence l'école ici, je ne vais pas m'imaginer que je retourne à mon pays, c'est lui qui va être immigré, c'est lui qui va être dans la difficulté, il va recommencer à zéro. Donc on commence à se dire, ça va durer très longtemps. On n'a pas décidé encore que c'est jamais le retour. On décide, on se dit, ça ne va pas durer que 5-10 ans, ou peut-être ça va durer 20 ans, 30 ans, peut-être un jour. Mais cette idée de retour, on n'ose pas trop l'éliminer. Elle reste. On la repousse. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours repoussé et je suis toujours là. Comme dit un poète arabe, la nuit finit toujours par passer, le jour finit toujours par se lever et les chaînes finissent toujours par casser. Nous, c'était arrivé plusieurs fois que les chaînes ont cassé parce qu'on s'est révolté. Et notre jour à nous s'est levé plusieurs fois parce que plusieurs fois on s'est révolté, plusieurs fois on a dit non à cet enchaînement, à ce travail inhumain. Après, le patron, évidemment, il est surpris. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez? On dit, nous, on est fatigué, on est mal payé, on est mal vu, on est mal respecté. Et donc, vous nous considérez comme des robots, ce n'est pas des êtres humains que vous avez en face de vous. Donc, on arrête le travail. Et c'est arrivé qu'on a arrêté le travail pendant 4-5 semaines. Et c'était des grosses grèves. On ne pouvait plus faire autrement que de crier, que de réclamer notre dignité, qu'on nous respecte, qu'on nous considère comme des êtres humains. Donc, il y avait des moments où on était obligé de se rassembler, de s'unir, de serrer les coudes, parce que chacun tout seul ne pouvait rien. Mais réunis, on se sentait une force. En 1975, on s'est trouvé comme beaucoup d'autres, un peu écœuré par ce travail enchaîné, cette robotisation humaine. On était écœuré, donc ça a explosé. Pendant une grève, on se fréquente 8 heures par jour, voire 10 heures, 12 heures. Des fois, on dormait dans l'usine. Donc ça fait des liens sociaux tissés pendant ces grèves-là que je n'ai jamais vus. Des amitiés incroyables. Et à partir de là, j'ai compris qu'avec eux, on devait construire quelque chose. Je commençais à m'intéresser à la lutte syndicale, tout simplement en me disant que c'est ensemble qu'on doit défendre nos intérêts, c'est ensemble qu'on doit se faire respecter. Et j'ai commencé à militer dans une association de travailleurs migrés. J'ai commencé aussi à militer dans une organisation syndicale. Et j'ai commencé à m'intéresser, moi, aux problèmes des autres. Je ne pensais plus qu'à mes problèmes, je pensais à résoudre les problèmes de mes camarades qui travaillaient avec moi. Donc je les portais. On l'a occupé pendant 5 semaines. On s'est changé, on était habillés en civil. On passait la journée dans l'usine.
il y avait la presse qui est venue, on leur fait visiter les ateliers parce qu'il fallait faire la propagande pour qu'on parle de nous, pour montrer dans les conditions pénibles dans lesquelles on travaillait. Et c'est à ce moment-là que le journal Le Monde a parlé de nous dans un éditorial. Il avait titré son article « Les bagnards de l'automobile ». Et dans ces conflits-là, moi, dont je me souviens, c'est qu'il y avait une fraternité, il y avait une solidarité qui s'est créée. C'était émouvant, j'y pense encore, et j'ai du mal à parler parce que tous ces gens-là, on se sentait comme des frères, parce qu'on souffrait ensemble. Et en disant non à notre patron, c'est une façon de lui dire on veut vivre, mais vivre dignement. Donc, avec ces grèves, avec ces conflits, on a réussi à trouver d'autres salariés qui sentaient la même chose que nous. Donc, il y avait une amitié que je ne regrette pas. C'est-à-dire, quand je pense à ces années pénibles, quelque part, j'en parle pas beaucoup parce que c'est des années difficiles. Mais d'un autre côté, comme ça me fait penser à tous ces amis que j'ai eus, je me dis que ça valait la peine d'être vécu. J'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait faire des formations professionnelles, qu'il fallait retourner à l'école. Moi, en 1990, j'avais 40 ans, j'ai pris 1 an de congé, je suis retourné à l'école professionnelle, formation professionnelle, pour apprendre un autre métier, le métier d'électricien, d'électromécanicien. J'ai fait 2 ans de cours par correspondance que j'ai payé de mes deniers. Personne ne m'a aidé, ni le patron, ni personne. J'ai appris l'électronique, l'informatique, parce que je voulais évoluer et je voulais apprendre un métier. Et je voulais démontrer qu'un OS n'est pas une fatalité, que c'est possible d'évoluer en France, que c'est possible d'apprendre, c'est possible de s'en sortir, c'est possible aussi d'être responsable, pas simplement de sa famille, mais responsable de ses collègues, de ses amis, de ses copains, et faire évoluer les problèmes collectifs. Il fallait se battre, il fallait exiger le respect de notre dignité et de nos conditions de travail. Cette rébellion qui m'a porté était positive, c'était une rébellion pour s'améliorer dans la vie. Et j'ai continué comme ça, et au fait, l'école que j'ai laissée quand j'avais 20 ans, je l'ai continuée pendant toute ma vie parce que on ne s'arrête jamais d'apprendre. Et c'est le conseil que je donne à mes enfants. Vous êtes dans une période la meilleure de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de gagner de votre vie, puisque nous, on vous permet de vivre normalement. Faites des études, apprenez tout ce que vous pouvez apprendre. Vous avez la chance, aujourd'hui, il y a pas simplement bibliothèque, il y a Internet, il y a l'informatique, il y a un apprentissage facile que moi, je n'ai pas connu dans ma vie. Moi, quand j'avais un livre, je considérais que j'avais une bibliothèque entière. Et pour moi, apprendre, c'est quelque chose vraiment de primordial dans la vie. Et il faut apprendre tout. Tout est bon à apprendre.